Journée internationale de l'infirmière au CHU de Poitiers, un colloque est organisé. Quelles sont aujourd'hui les missions et les responsabilités de ce métier? Christian Triano, le responsable pour la Vienne de la coordination nationale des infirmiers, répondra à nos questions en direct de l'hôpital. Et puis, comme tous les lundis, nous parlerons sport avec vous, Freddy Vetto. Bonjour. Bonjour. Il sera question notamment de handball. Oui, nous ferons le bilan de la saison des handballeurs. Saint-El et Charentais-Maritimes se maintiennent en National 1 masculine. L'objectif est atteint malgré des moyens limités. Merci Freddy, mais avant de développer ces titres, un incendie spectaculaire à Mata, en Charente-Maritime, a totalement détruit le gymnase ce matin vers 7h30. Situé entre l'école primaire et le collège, la structure avait été inaugurée en 2009. Une enquête de gendarmerie est en cours. Nous reviendrons sur cette information dans le 19-20. Ce chiffre, à présent, 3,5 millions de personnes seraient mal logées en France. Dernier chiffre de la Fondation Abbé Pierre. Et vous allez le voir, ce sont les jeunes qui sont les premières victimes. Illustration en Charente-Maritime d'Élodie Bessin-Besserias et Jean-Michel Mière. Ça, c'est l'appartement où j'habitais avant. Donc voilà, au 3e étage, là, tout là-haut. Donc voilà, c'est l'ancienne maison. Florian en sourit, mais la pilule est amère. Quitter ce studio a été un crève-cœur. En formation en alternance dans le tourisme, il a une promesse d'embauche, mais finalement, pas de contrat. Et sans revenu, impossible de conserver son logement. C'est donc retour à la case départ, dans sa chambre d'enfant. Quand j'ai appelé le propriétaire, je lui ai rendu les clés du coup. Il y a eu un petit moment quand même où j'ai pas pleuré, mais j'avais quand même un peu la gorge serrée. C'est le sentiment finalement d'échec, de se dire j'ai essayé, j'ai pas réussi. On les appelle la génération Hôtel Mama, Kangourou ou encore Boomerang, celle qui revient à son point de départ dans le cocon familial. Une marche arrière effectuée par 1 jeune sur 8 en France. Et pour toute la famille, c'est une expérience particulière. Quand on a goûté un petit peu sa liberté, après c'est pas évident de revenir chez papa et maman. Voilà, il y a certaines règles et c'est pas toujours, on n'est pas toujours d'accord. C'est quand même bien d'avoir des arrières un petit peu solides pour repartir après de nouveau. Les jeunes sont les premières victimes de la crise et du mal-logement. Ophélie en est le meilleur exemple. En 10 ans, cette maman solo n'a connu qu'une série discontinue de CDD. C'est plus difficile pour nous de trouver des logements parce que les loyers sont beaucoup plus chers qu'avant. Déjà, c'est plus difficile de trouver un travail long, sur du long terme. On a beaucoup de petits CDD. Trouver un logement avec un contrat de 6 mois, c'est pas possible. Aujourd'hui, elle est hébergée dans cette maison HLM qu'une association lui a trouvée, mais ce n'est que du provisoire. Sa crainte, de voir revenir à nouveau ici, chez sa mère, dans cette caravane, au fond du jardin. À chaque fois, je reviens vivre ici. Quand j'ai pas de travail ni de logement, c'est mon point d'ancrage. C'est pas le luxe, c'est pas un vrai logement, mais au moins je suis chez moi et j'ai pas à justifier de quoi que ce soit parce que retourner chez ses parents, c'est toujours très difficile. Une solidarité intergénérationnelle dont tous ne bénéficient pas. Selon les associations, 25% des personnes accueillies en centre d'hébergement d'urgence sont des jeunes. Direction La Rochelle où nous attend Florence Suzigan, la directrice de l'ADIL en Charente-Maritime. Bonjour. L'ADIL, l'Agence départementale de l'information sur le logement. Ce reportage montre bien la difficulté de se loger pour les jeunes en situation de précarité. Est-ce le constat que vous avez au sein de l'agence ? Oui, effectivement, cette situation de précarité, elle se voit particulièrement chez les jeunes, mais aussi dans toute la population. On a un parc pourtant HLM social important sur l'agglomération de La Rochelle. Malgré ça, toutes les demandes ne peuvent pas être satisfaites parce que les logements dans le secteur privé sont plus chers, bien évidemment, et c'est difficile pour une personne qui n'est pas solvable de présenter toutes les garanties suffisantes pour qu'un bailleur privé puisse avoir confiance. Alors justement, quel dispositif mettez-vous en place pour aider ces personnes ?
Alors nous, on est un centre d'information sur l'habitat. Hein. Nous sommes juristes. Après, les dispositifs, ils sont multiples. Pour l'instant, il existe une garantie des risques locatifs, hein, ou des assurances. Ce sont des systèmes assurantiels, mais ça a un coût pour le bailleur. Et ensuite, il y a des dispositifs dans chaque département d'aide, vraiment sous conditions de ressources, quoi, pour les personnes en précarité. Et puis il y a un dispositif aussi au niveau de la région qui peut se porter caution sous conditions. On a vraiment l'impression que c'est compliqué c'est très compliqué. On a vraiment l'impression que les conditions locatives sont de plus en plus exigeantes. Il faudrait améliorer la loi, selon vous? Alors effectivement, déjà les loyers sont chers et les bailleurs craignent de ne pas percevoir les loyers dans leur intégralité. Donc il suffit qu'un bailleur ait une mauvaise expérience pour effectivement qu'il ne veuille plus louer ou que ce soit compliqué pour lui par la suite. Le fait que ce soit le littoral, c'est encore plus compliqué, j'imagine. Oui, parce qu'il y a plus de demandes, parce que les terrains sont chers, donc les constructions sont compliquées. Ça coûte cher de construire du logement sur le littoral et en même temps, c'est là qu'est le bassin d'emploi. C'est une zone attractive et donc jeunes comme moins jeunes sont attirés par le littoral. Merci beaucoup Florence Suzigan d'avoir répondu à nos questions en direct ce midi de La Rochelle. Un mot des prochaines élections européennes. La campagne officielle a débuté aujourd'hui. Je vous rappelle que le scrutin aura lieu le 25 mai prochain dans notre circonscription ouest qui comprend les régions Pays de la Loire, Bretagne et Poitou-Charentes. 25 listes sont en lice pour 9 postes de députés européens. Je vous laisse les découvrir, ça y est, c'est fait. Le Poitou-Charentes est la première région de France à avoir signé la charte des communes sans pesticides. Aujourd'hui, 241 municipalités de la région ont fait ce choix, comme La Couronne, près d'Angoulême, où l'entretien des espaces verts est écologique. Reportage Bruno Pilet et Cécile Landé. Au bout de ces curieux tuyaux, de l'eau à 110 degrés. La mauvaise herbe est littéralement ébouillantée. Une technique parfaitement propre pour l'environnement, mais qui a aussi d'autres avantages. Il n'y a plus de danger pour l'agent, puisque tout pesticide présente un risque pour l'applicateur. Les agents se sont sentis beaucoup plus impliqués dans le désherbage alternatif grâce justement à des outils comme celui-ci. Un peu plus loin, une autre alternative aux pesticides. Pas révolutionnaire, mais du bon sens, le paillage pour étouffer l'herbe, indésirable. On continue la visite avec Gérald. Ici, par exemple, en bord de route, plus besoin de tondre ni de traiter. Nous avions une surface qui était enherbée, donc avec une tonte récurrente toutes les 2 semaines. Et là, l'objectif, c'est d'éviter une intervention régulière, c'est vraiment une intervention ponctuelle. On a des plants de couvre-sol de diverses sortes qui peuvent s'adapter en milieu, qui sont adaptés au milieu sec, donc pas d'arrosage. La Couronne a la main verte, sans pesticides. Depuis 5 ans, elle a développé tout un arsenal pour être le plus écolo possible en matière d'espace vert. Aujourd'hui, pour aller plus loin, la commune souhaite associer les habitants. Concrètement, ça serait qu'ils participent au droit de leur propriété à entretenir, à désherber. Voilà, ça peut prendre 5 minutes tous les 2 ou 3 mois. C'est aussi peut-être aussi mettre des graines, fleurir les pieds de mur, quelque part accepter qu'il y ait de la végétation aussi dans les milieux minéralisés, dans les milieux urbains. La Couronne a pris de l'avance dans la protection de l'environnement. Car en 2020, l'usage de pesticides dans les lieux publics sera totalement interdit. On en vient à la journée internationale de l'infirmière, une profession admirée mais qui séduit de moins en moins du fait de sa pénibilité. Toute la journée sont organisées aujourd'hui au CHU de Poitiers des conférences ouvertes à tous pour mieux comprendre ce métier. Direction justement l'hôpital où nous attend Christian Triano. Bonjour, vous êtes le responsable de la coordination nationale Bonjour. des infirmiers pour la Vienne. Pourquoi avoir voulu organiser ce type d'événement? Le métier d'infirmier est méconnu selon vous?
Méconnu non, parce que nous avons toujours sur Poitiers 1000 candidats pour 180 places dans les écoles d'infirmières. Mais aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'infirmière. Le Conseil international des infirmières a appelé partout dans le monde à manifester pour promouvoir la profession infirmière. Avec un slogan qui dit « Les infirmières, une force pour le changement ». Et une ressource vitale pour la santé. C'est le slogan qui est traduit dans toutes les langues aujourd'hui pour promouvoir la profession infirmière. Alors, on a l'impression que les conditions de travail se sont dégradées dans les hôpitaux. C'est le cas au CHU de Poitiers ? Dans les hôpitaux à Poitiers comme partout, effectivement, compte tenu de la situation économique, on est obligé de restreindre les personnels. On en demande toujours plus aux infirmières. À Poitiers, nous avons 1560 infirmières, toutes catégories confondues, 1000 aides-soignants aussi qui font des soins infirmiers. Et on nous en demande toujours plus dans un même temps. Et comme vous le savez, la valeur du point d'indice n'a pas augmenté depuis 2010 et il a annoncé qu'elle n'augmentera pas non plus avant 2017. Vous ajoutez à ça l'augmentation des cotisations retraite. Dans toutes les infirmières dans la Vienne et en France constatent que leur salaire va baisser alors qu'on leur demande de travailler toujours plus, des difficultés pour aller manger, des difficultés pour être rémunérés, des plannings qui sont bouleversés régulièrement et qui font que votre vie privée est impactée. Donc c'est vrai que c'est une profession qui est en souffrance, sur laquelle il faut plus beaucoup tirer encore, car nous allons avoir des grosses difficultés de recrutement. Christian Triano, et en plus de ça, la responsabilité des infirmiers est de plus en plus engagée. Les procès se multiplient. Là aussi, vous pensez que la profession n'est pas suffisamment protégée ? La profession n'est pas suffisamment protégée, effectivement, parce qu'on est très souvent sur la corde raide entre nos obligations et nos responsabilités. C'est souvent un débat que nous avons avec la direction de Poitiers, mais avec toutes les directions, sur notre responsabilité engagée par rapport aux moyens qu'on ne met pas en place, par rapport au rôle que l'on devrait jouer et qu'on joue de plus en plus vite, à la relation qu'on ne met pas en place. Il y a une sorte de turnover des patients. On a beaucoup plus de patients qui passent dans un même lit sur une semaine qu'autrefois. Donc il faut faire pratiquement la même chose, mais de plus en plus vite. Merci beaucoup Christian Triano, et je rappelle que la journée internationale de l'infirmière, c'est aujourd'hui et notamment au CHU de Poitiers. Voilà, il est l'heure de retrouver Freddy Vetto pour les sports. Rebonjour Freddy. Bonjour. On commence par du rugby. On connaît Freddy, l'adversaire des rugbymen rochelais en demi-finale du championnat de Pro D2. Et oui, ce sera Pau-La Rochelle. Pau, rendez-vous au Stade de Flandre dimanche prochain à 18h pour suivre cette demi-finale. Les rugbymen rochelais qui terminent la saison régulière à la 3e place après leur défaite hier à domicile face à Lyon. Un revers d'un petit point face aux champions de France, 26-27. Valérie Préto et Joël Bouchon ont suivi cette rencontre jouée devant plus de 12 000 supporters. Avec plus de 12 500 spectateurs, les Rochelais s'envolent dès le début de la rencontre. Ils inscrivent un premier essai de pénalité transformé. À la 16e minute, Fortassin marque son 4e drop de la saison. Les Maritimes enfoncent le clou à la 26e minute suite à un grattage. Serreli Bobo porte le score 21-0. Mais du côté lyonnais, le Mol s'organise. Il faudra attendre la 33e minute pour que le champion de France reprenne du poil de la bête. 21-7 à la pause. Les Rochelais font le break. On était très bien, on était pragmatique, réaliste. Il nous manque juste cette dernière action juste avant la fin de la première mi-temps qui aurait pu nous permettre de passer une deuxième mi-temps tranquille. À la sortie des vestiaires, les Lyonnais vont inverser la vapeur avec une pénalité puis un essai marqué à la 48e minute par Thibaut Regard. Reste 14 minutes à jouer. L'ailier Serreli Bobo inscrit un nouvel essai pour les Maritimes. Avec la rentrée sur le terrain de Sébastien Chabal, le Loup accélère le rythme et remonte les ballons. Il score à 3 minutes de la sirène. La 2e place échappe du pied de Fortassin sur une pénalité. Score final 27-26. Le Loup a fini par croquer les Maritimes. Ce soir, on est un peu triste, on n'aime pas perdre. Donc c'est vrai que ça nous embête un peu. Enfin, on est compétiteur, on déteste perdre, surtout quand on a la pénalité de la gagne à la fin. Voilà, elle passe pas, ça ne change pas grand-chose. Mais on sait où on doit travailler, appuyer cette semaine. Dimanche, les Rochelais recevront Pau pour tenter d'accéder à l'élite de l'Ovalie.
Une information de football. Albert Cartier, l'entraîneur de Metz, a été préféré à Pascal Gastien pour le titre de meilleur entraîneur de Ligue 2 de l'année. Freddy, en handball, les Saintais ont rempli leur objectif de début de saison, le maintien en National 1. Oui, Sandrine Sainte qui se reconstruit progressivement après les problèmes financiers qui ont touché le club, après le départ de nombreux joueurs. Les Charentais-Maritimes sont parvenus à se maintenir au 3e niveau français. Samedi, leur dernier match à domicile s'est soldé par une défaite sans conséquence face à Libourne, 25-28. Sophie Gou et Julien Delage vous dressent le bilan de cette saison. Un dernier match à domicile pour le public, pour les joueurs et surtout pour Emmanuel Perrault, l'une des figures du club, qui tirait sa révérence après avoir bien fait son travail et marqué 6 buts pour son équipe dans sa salle du Grand Coudray. Mais ce n'était pas suffisant pour finir sur une victoire. Libourne, dont le maintien n'était pas assuré, avait besoin de gagner et a sorti ses artilleurs, Sébastien Posa, auteur de 9 buts, et Tom Garcelon, qui en a marqué 8. Des regrets sur la forme, mais sur le fond, l'entraîneur saintais savait que son équipe se maintenait et c'était bien l'essentiel après une saison plutôt compliquée. Je peux être que satisfait par rapport à comment on a commencé et comment on termine. Un gymnase du Grand Coudray qui était presque vide et aujourd'hui qui est presque plein. Je crois que c'est une vraie satisfaction de voir un tel engouement renaître à Saintes. Je savais la difficulté que c'était, je savais qu'au mois d'août il fallait encore qu'on trouve des joueurs parce que c'était le cas. Donc on a des joueurs qui sont arrivés en septembre. Donc c'est plein d'événements qui ont fait que c'est une saison compliquée, des blessures qui n'étaient pas prévues et qu'on a eu dès le départ. Une équipe qui a été chamboulée tout au long de la saison. Ça a été une saison compliquée dans cette gestion et dans le projet de jeu. Il faut dire que l'US Saintes revient de loin. Après la relégation et le redressement judiciaire, la situation aujourd'hui est plus claire. Le club n'a plus une santé fragile, mais une gestion qui semble porter ses fruits et même inciter à faire des projets pour les saisons à venir. Alors bien sûr, on a un plan d'appurement qui va durer quelques années, mais ce qui est aujourd'hui, on vit normalement avec des finances saines, de l'argent un petit peu de côté pour voir venir et surtout des recrutements judicieux qui vont nous permettre, on l'espère, de faire dans 2 ans de meilleurs résultats. Le championnat doit en effet évoluer avec une nouvelle division, une D3, et Saintes compte bien en être. À vos agendas, vous avez sélectionné, Freddy, 3 événements sportifs à suivre cette semaine. Et on commence par du basket, quart de finale aller des play-offs de Pro B. Poitiers reçoit Fos-sur-Mer. Demain soir à 20h, salle de Saint-Éloi, retour jeudi en Provence et éventuelle belle samedi à Poitiers. Il faut gagner 2 matchs pour se qualifier. De l'escalade à Niort, samedi et dimanche, la Clameur accueille les championnats de France seniors de difficulté. Enfin, du tennis de table ce week-end à Poitiers, les finales des championnats de France nationaux dans le nouveau complexe universitaire. Merci beaucoup, Freddy. Pour terminer ce journal, ce moment d'émotion, hier après-midi au service gériatrie de l'hôpital de Poitiers avec l'organisation d'un bal musette. Reportage Isabelle Hirsch et Stéphane Bourrin. Pour ceux qui veulent danser, vous pouvez. Une petite parenthèse de plaisir pour les résidents du service gériatrie. C'est comme ça qu'on peut définir cet après-midi musette. De la nostalgie, des souvenirs et un moyen d'échapper un peu à la monotonie des jours. On est tous ensemble et puis on rigole. Voilà, on s'ennuie pas. Ouais, c'est ça qui fait du bien, c'est de rire. Oui. Il pense un petit peu à autre chose que nous ennuie. C'est difficile de vieillir. Oui. C'était la première fois qu'un bal musette avait lieu grâce aux animatrices et à une association, un hôpital pour nos aînés. L'association a été créée en 2011 et a pour objectif de développer la vie sociale des résidents. Elles nous aident sur nos activités à nous, animatrices, donc déjà par leurs bénévoles. Donc elles comptent à peu près 20-25 bénévoles qui viennent nous aider soit sur nos activités ou aussi, je ne sais pas si vous avez vu dans la rue intérieure, on a créé 2 petites boutiques, un restaurant éphémère aussi. Dans ces 2 boutiques, les malades peuvent trouver des vêtements, venir boire un thé ou un café. Ça leur permet de sortir un peu de leur chambre. Mais la musique reste le meilleur vecteur pour les contacts. Les malades sont très sensibles à la musique. C'est certainement, même quand on est dans un état de maladie grave, une des dernières choses qui nous reste. C'est troublant, il y a des gens qui ne se souviennent pas de leur prénom, mais qui se souviennent de, je sais pas, la Java Bleue par exemple, entièrement.
Cet après-midi autour de la musique est un moment qu'on peut passer avec ses proches en dansant ou en chantant. Un instant de gagner sur la maladie d'Alzheimer et sur les pertes de mémoire irréversibles qu'elle entraîne. C'est la fin de cette édition. À demain, midi pile. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application France 3 Régions.